et comme militant engagé dans les réseaux de lutte contre le chômage et la précarité, j'ai croisé assez souvent cette thèse du revenu garanti. Je fais mon mea culpa ce soir, j'ai été assez favorable à celle-ci, au motif que, d'une part, cette idée me paraissait assez juste et généreuse de garantir un revenu à chaque personne habitant sur ce territoire, d'autant plus que je considérais l'impossibilité du retour au plein emploi, à supposer qu'il ait existé, et donc l'accès au salaire, puisqu'à l'époque je liais indissolublement emploi et salaire. Et d'autre part, j'étais assez intéressé par les avantages que des amis, camarades écologistes mettaient en avant en lien avec la perception de ce revenu garanti, revenu de base, revenu d'existence, hein, les dénominations sont diverses. Donc je peux assez facilement comprendre que cette idée séduise, hein, et elle séduit incontestablement jusqu'à un candidat malheureux à l'élection présidentielle il y a quelque temps. Mais défendre des idées généreuses, c'est une chose, et les mettre en œuvre, penser les mettre en œuvre, c'est autre chose. Et la politique, ça se fait avec des institutions. Il faut penser des institutions qui permettraient effectivement ce versement d'un revenu garanti. Et c'est lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette affaire avec d'autres amis, d'autres camarades, que les choses se sont un peu corsées, si je puis dire, et qu'il m'est apparu que une politique favorable au revenu de base ne pouvait en rien être porteuse d'émancipation écologique et sociale, contrairement à ce que prétendaient des écologistes décroissants, dont je fais partie par ailleurs, enfin qui sont des camarades. Je voudrais citer ici notre camarade Bertrand Bonny, militant de Réseau Salariat, décédé récemment, avec lequel j'ai beaucoup échangé sur cette affaire. Alors la commande, c'est donc pas uniquement c'est pas strictement le revenu de base, hein, c'est le projet de décroissance. Puisque en effet ce revenu intéresse énormément de militants et écologistes décroissants. Je vais tout de suite présenter cette notion, et puis je vais ensuite essayer de vous présenter comment je vais exposer notre affaire. Donc vous risquez d'en prendre pour un petit moment, hein, à peu près 1 heure ou quelque chose comme ça. La décroissance. La décroissance s'intéresse au côté concret du travail. Elle s'intéresse, on dirait en termes marxistes, aux valeurs d'usage qui sont produites, et elle vise, elle a comme projet politique une certaine réduction des volumes de production de biens et services, qu'ils soient produits par le secteur marchand d'ailleurs ou non marchand, ici en Occident, hein. Il ne s'agit pas de parler des paysans du Burkina Faso. Pour les décroissants, elle doit s'opérer d'une part au nom de l'urgence écologique, la dégradation des conditions de vie humaine sur la planète du fait de volumes de production trop importants, aussi bien que humaine ou anthropologique, puisque certains pointent par exemple l'accaparement des esprits par la consommation de masse, écran numérique entre autres. Et elle suppose donc que des conditions de production soient radicalement transformées en vue de parvenir à une certaine sobriété matérielle. Autrement dit, que soient généralisées des institutions de production qui sont évidemment non capitalistes, hein, non guidées par l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire l'accumulation du capital et des techniques et la maximisation des taux de profit. Une économie décroissante assumerait évidemment de ne pas être rentable d'un point de vue capitaliste. Une agriculture familiale et paysanne est évidemment beaucoup moins rentable que l'agriculture industrielle. C'est la raison pour laquelle elle a été éliminée au cours de l'évolution économique de ces dernières décennies.
De même pour des transports collectifs, un bâti plus écologique, etc. Si ces idées vous inquiètent, les décroissants sont très peu nombreux, soyez rassurés. Mais ils sont souvent jeunes et déterminés, et selon moi, ils s'efforcent de serrer au plus près la vérité lorsqu'ils tirent sans concession les leçons du désastre humain et écologique de l'expansion industrielle. Et il est d'ailleurs d'autant plus regrettable de mon point de vue, qu'il s'enferre dans cette voie sans issue du revenu de base ou revenu garanti. Et pire même, donne, selon moi, des armes à l'adversaire croissanciste. Alors pour traiter cette question, je vous propose le plan suivant. C'est un séminaire, donc j'ai essayé de faire quand même académique. Je vais d'abord présenter brièvement de quoi on parle, c'est-à-dire les caractéristiques des différents scénarios de revenus de base, et en tout cas leur socle commun, et plus particulièrement le revenu de base vu par les écologistes. Je présenterai ensuite les différents effets qui en sont attendus, et notamment en matière d'émancipation économique et sociale, enfin principalement en matière d'émancipation économique et écologique, c'est le sujet. Pour cela, je traiterai de la lutte contre la pauvreté, des thèses de la fin du travail, et puis de cette thématique de la généralisation de l'insoumission économique ou des alternatives que défendent les partisans de la décroissance et de l'écologie. Tout cela pour essayer de montrer que les incohérences et les impasses dans lesquelles nous entraîne cette proposition du revenu de base, du point de vue de cette émancipation écologique qui est visée par les partisans de la décroissance. Alors, revenu de base, de quoi parle-t-on? J'ai essayé de revenu de base, revenu d'existence, revenu inconditionnel, d'accord, tous ces termes seront à peu près, sont équivalents. Petite parenthèse, c'est qu'un très grand nombre de versions circulent et qu'il est à peine exagéré de dire qu'il en existe une par auteur ou par mouvement. Donc il est parfois assez difficile de cerner le socle commun de la proposition. J'ai essayé de le faire toutefois. Ce revenu est inconditionnel et personnel. Ses partisans défendent la possibilité et la nécessité morale de verser inconditionnellement chaque mois à toute personne vivant sur le territoire national un revenu monétaire. C'est donc l'existence biologique de la personne qui déclenche l'attribution automatique d'un revenu. Je cite un slogan fréquemment rencontré, « Un revenu parce que nous existons et non pour exister ». En conséquence de quoi, d'ailleurs, les enfants, adultes et enfants, y auraient droit. Curieusement, les enfants sont souvent concernés par une demi-part du revenu, comme s'ils étaient demi-existants. Conséquence des problèmes de financement qui se posent, j'y reviendrai. Ce revenu est donc attaché jusqu'à la mort, de façon inconditionnelle, à la personne, et il ne vient reconnaître aucune production économique. Il n'a donc rien à voir avec les revenus de l'activité économique, le salaire des travailleurs dans l'emploi ou dans la fonction publique, le revenu des travailleurs indépendants, ou les revenus de la propriété lucrative, de la propriété productive, dividendes, intérêts, loyers. Cette inconditionnalité est vraiment la pierre d'angle du dispositif. Tous ces partisans insistent sur ce point. L'inconditionnel, par exemple, c'est le nom du titre de la revue du mouvement français pour un revenu de base, une des associations très dynamiques dans ce domaine. Et il tranche avec tout ce que l'on appelle généralement, malheureusement, les transferts sociaux, lesquels sont dépendants de l'âge, des ressources monétaires, éventuellement du handicap et autres des personnes. Donc de tout, notamment toute l'aide sociale, tous les minima sociaux dont
le revenu le plus célèbre, le RSA, qui, de plus, n'est pas un revenu personnel. Il existe un RSA couple, et tous ces revenus visant à atteindre un revenu monétaire minimum. Le revenu inconditionnel refuse d'être considéré comme un revenu, comme un minimum social, comme un revenu minimum. Deuxième caractéristique, il est financé par la fiscalité. Mis à part quelques versions très marginales qui envisagent de le financer par création monétaire dédiée, partiellement d'ailleurs, mis à part, là aussi je n'en dirai pas, on pourra en discuter, je ne traiterai pas ici, via une certaine quantité, un accès gratuit à certaines ressources jugées fondamentales, le financement du revenu de base se fait par la fiscalité. Pas par la cotisation, bien sûr. La fiscalité directe ou indirecte, et on trouve là des discussions, des disputes assez vives au sein de la grande mouvance du revenu de base. C'est l'occasion pour un certain nombre de ces partisans de faire apparaître évidemment la lutte pour la justice fiscale, puisque enfin ce serait l'occasion de mener efficacement la lutte pour la justice fiscale, ce qui a l'autre mérite de faire apparaître un certain nombre de trésors cachés. Des milliards apparaissent pour financer la mesure. Troisième caractéristique, il est cumulable. Ce revenu est pensé comme pouvant être cumulé avec les revenus du travail, salaire, revenus du travail indépendant, et les revenus de la propriété, qui, notons-le, ne voient pas leur légitimité remise en cause au passage. En fonction du jeu de la fiscalité, ce cumul serait total pour les revenus monétaires très faibles, et puis disparaîtrait au fur et à mesure où les revenus d'activité seraient mis à contribution pour financer le dispositif. Cette question du cumul est importante et elle va faire apparaître un premier coin dans la mesure, car elle pose la question des autres dispositifs d'aide sociale ou comme on dit, transferts sociaux. Ce revenu de base peut-il être cumulé? Oui, non, en partie, avec les autres minima sociaux, les autres revenus de transfert. Certains répondront non. Ces revenus vont être fondus dans le dispositif et participer à son financement, vont abonder à son financement. D'autres diront oui, et notamment les anticapitalistes, hein, qui sentant peut-être venir le problème, affirmeront qu'il est absolument indispensable de ne pas toucher à la sécurité sociale et à un certain nombre de revenus de type aide sociale qui seraient cumulables avec la perception du revenu inconditionnel. Dernière caractéristique, enfin, il est pensé pour être réalisable immédiatement. Nous ne sommes pas dans une vue utopique, une visée politique lointaine. Le versement d'un revenu inconditionnel à chacun peut être réalisé de façon rapide, voire quasi immédiate. Ces partisans défendent ainsi son pragmatisme, et mieux, ils mettent en avant un certain nombre d'expérimentations. Un thème qui revient souvent dans l'actualité, il faut expérimenter avant d'agir, ce qui est évidemment une remarque très sage. Et les partisans du revenu de base se sont lancés d'ores et déjà dans des financements participatifs de revenus de base, financement participatif sur Internet, qui payent d'ores et déjà un revenu de 1 000 € par mois, si mes souvenirs sont bons, à une ou plusieurs personnes qui a été tirée au sort lors d'une opération de crowdfunding. Ce test du revenu universel servant à montrer tous les avantages que l'on peut en retirer. Des départements français se lanceraient d'ores et déjà eux aussi dans cette expérimentation. Ils nous expliquent qu'ils vont tester le revenu universel. C'est une information du journal du dimanche de la fin de l'année 2017.
Donc il n'est pas a priori question de grand soir, de Big Bang fiscal ou autre, mais d'une réforme qui permettrait de garantir à tous les habitants du pays un revenu de façon pacifique. Hein. Les effets attendus. Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure et notamment, alors là, je vais me centrer vraiment sur les écologistes décroissants, les écologistes anticapitalistes, même si ils partagent un certain nombre de positions avec d'autres. Hein. La première justification, c'est la lutte contre la pauvreté, sans trop de surprise. La plupart des partisans du revenu de base pointent l'échec, selon eux, du revenu de solidarité active, qui est soumis à conditions de ressources, qui n'est pas personnel, qui peut faire l'objet, et fait effectivement l'objet, ça j'en ai croisé un certain nombre lors de ma vie militante, de contrôle administratif, lorsque la CAF vient visiter la personne qui touche le RSA pour voir si jamais il ne vit pas en couple de façon non déclarée. On va voir dans les salles de bain, compter le nombre de brosses à dents. On va voir s'il y a pas, si c'est une dame, un rasoir caché, dans le placard, et s'il n'y a pas un monsieur sous le lit, enfin, etc. Et puis, bien entendu, la critique de son montant, un montant extrêmement faible, bien inférieur au seuil de pauvreté, quelles que soient ses modalités de calcul. Tous les partisans du revenu de base donc, vont défendre son efficacité à garantir l'accès aux biens et services essentiels. Je cite Baptiste Milondo, un économiste très actif en faveur du revenu de base sur le site revenudebase.info en juin 2016. Donc il s'agit en quelque sorte de se reposer sur l'existant, des minima sociaux, et puis en les universalisant, de régler une fois pour toutes cette question de la très grande pauvreté monétaire. Concernant les partisans anticapitalistes du revenu de base, ça pose immédiatement, me semble-t-il, deux problèmes. Outre le fait que la lutte contre la pauvreté est politiquement neutre. Hein. La lutte contre la pauvreté, c'est constater la pauvreté et puis y remédier sans interroger de façon plus fondamentale les institutions économiques et sociales qui la produisent. Tout d'abord, la pauvreté monétaire a reculé de façon assez forte depuis des décennies en France, sans qu'on ait aucunement eu besoin de mettre en place un revenu de base, mais évidemment grâce à la sécurité sociale, et notamment la garantie de salaire élevé pour des personnes sans emploi. La montée en régime du système des pensions, et le chômage. Les conventions UNEDIC à partir des années 70 vont tenter d'instaurer progressivement le salaire continué pour les chômeurs. Et deuxième point, en lien avec celui-là, si elle a tendance à s'accroître à nouveau depuis plusieurs années, surtout d'ailleurs à partir de 2008 et de la crise financière, si la grande pauvreté a tendance à nouveau s'accroître depuis quelques années, c'est précisément notamment à cause de ce recul du droit au salaire. Un papier très intéressant vient de paraître à l'Institut européen du salariat qui montre comment la proportion de chômeurs indemnisés, par exemple, est historiquement basse dans ce pays. Ce type de réflexion n'intéresse pas beaucoup, à dire vrai, pas du tout, les partisans du revenu de base. Y compris aussi anticapitalistes soit-il. Et plus fondamentalement, cette question de la pauvreté du revenu de base rend extrêmement dubitative les associations caritatives, qui pointent que le revenu de base n'est sans doute pas la meilleure façon de lutter contre la grande pauvreté. Se pose en effet le problème du cumul, que j'ai déjà abordé.
Les dispositifs d'aide sociale aujourd'hui sont très nombreux, souvent complexes, mais ils permettent, dans une certaine mesure, des cumuls de revenus. Ce qui fait que lorsque les partisans du revenu de base, comme c'est très souvent le cas, prennent les montants misérables du RSA, autour de 500 balles pour une personne seule, ils oublient généralement que ce revenu peut être cumulé dans une certaine limite, sous certaines conditions. Évidemment, cela n'est pas satisfaisant toujours, hein, mais avec d'autres revenus d'aide sociale. L'aide au logement, des dispositifs pour l'aide énergétique, l'accès à l'énergie, etc. Ce qui fait qu'un certain nombre d'économistes aujourd'hui, je pense notamment aux économistes de l'OFCE qui ont travaillé sur ces questions il y a quelque temps, défendent l'idée que le revenu minimum aujourd'hui en France, considérant ses possibilités de cumul, est bien plus élevé que le montant du RSA, aux environs de 700 à 800 euros mensuels, en fonction des situations personnelles, hein, donc extrêmement variables. Or, le problème, c'est que pour nombre des partisans du revenu de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de limiter sa charge financière, eh bien, le financement reposerait en partie sur la refonte des dispositifs d'aide sociale, limitant et même annulant pour certains toute possibilité de cumul. Ce serait le revenu de base et puis rien. Plus d'aide au logement, plus d'aide à l'accès à l'énergie bon marché, etc. Pour des montants de revenus de base donc, qui sont proches de 800 euros, il n'est pas du tout certain que les plus pauvres, les personnes qui ont les revenus monétaires les plus faibles, s'y retrouvent. Et on a même un certain nombre de scénarios qui sont mis en avant par les économistes de l'OFCE qui montrent que certaines pourraient même se trouver tout à fait perdantes dans le dispositif. Ce qui fait qu'en fin de compte, un certain nombre de caritatifs, face à cette proposition, vont défendre l'idée que augmenter, personnaliser et rendre inconditionnels les minima sociaux existants, donc sans toute cette perspective d'inconditionnalité, de revenus parce qu'on existe, etc., serait finalement bien plus intéressante. Considérant cela, je me suis posé la question pourquoi les partisans anticapitalistes du revenu de base maintenaient leur proposition. Et il me semble qu'un certain nombre d'entre eux anticipent une destruction absolument massive d'emplois, une explosion de la pauvreté et de la misère matérielle au cours des années qui viennent, et c'est toute la thèse autour de la fin du travail. Je vais traiter ici un des deuxièmes effets attendus du revenu de base, le contexte dans lequel un certain nombre d'anticapitalistes décroissants s'inscrivent, qui adhèrent à l'idée fort répandue aujourd'hui, que ce soit par des publications savantes ou par des publications plus grand public, à cette idée que le nombre d'heures disponibles pour l'occupation d'un emploi ou d'un travail indépendant est inexorablement amené à se réduire considérablement au cours des années qui viennent, poursuivant la tendance séculaire à la réduction du temps de travail du fait de gains de productivité de plus en plus importants. C'est toutes les idées qui circulent aujourd'hui autour de la robotisation. Je mets des guillemets, on voit des robots partout. La révolution numérique, des gains de productivité donc qui s'annoncent et qui vont bouleverser le travail, le faire disparaître, puisque certains vont même jusqu'à dire qu'un emploi sur deux à horizon 2040 aurait disparu. D'où une croissance inexorable du chômage et de la misère qui l'accompagne, et auquel adhèrent un très grand nombre de partisans de la décroissance, si ce n'est tous d'ailleurs, dont le plus prestigieux est sans doute André Gortz, à la fin de sa vie, le philosophe et économiste André Gortz. Je note au passage d'ailleurs que ces idées ne sont pas neuves, puisque Gortz lui-même reconnaissait sa filiation avec un auteur ancien, Jacques Dubois, 1878-1976, banquier, ministre radical socialiste, qui théorisait dès les années 30 ce qu'il appelait la grande relève des hommes par la science. Je cite,
La Grande Relève, c'était le titre de son journal, qu'il a fait paraître à partir de 1935 pour populariser ses thèses, et grâce à laquelle, je le cite toujours, la question n'est plus comment produire pour ne pas mourir de faim, mais comment assurer la distribution de richesses extrêmement abondante. La réponse de Dubois, je cite encore, ce serait par le versement d'un revenu social dont chacun bénéficierait du berceau jusqu'à la tombe. Dubois avait été très marqué par la crise des années 30, qu'il analysait comme une crise d'insuffisance du pouvoir d'achat. On produisait énormément de marchandises qui pourrissaient, faute de pouvoir être achetées par des personnes sans emploi, insuffisamment dotées de revenus monétaires. Suivant ces positions, finalement, Gortz, un certain nombre d'économistes décroissants vont considérer qu'il est urgent donc de garantir le revenu aux personnes sans travail, puisque de toute façon le travail est amené à fondre comme neige au soleil, qui devraient être les moins nombreuses possibles grâce, je cite, à une RTT féroce. On retombe là sur les scénarios de type réduction du temps de travail, féroce, selon l'expression de l'économiste Serge Latouche dans Le Monde diplomatique de novembre 2003. De telles idées sont quand même extrêmement étonnantes de la part d'auteurs qui adhèrent à l'écologie politique et de leur manque de recul, puisque si l'on y réfléchit un instant, ces idées ne sont ni plus ni moins que l'acceptation totale de la trajectoire du capitalisme, du développement des techniques industrielles qui sont mises en œuvre en vue de rendre au maximum les taux de profit. Aujourd'hui, le numérique, éventuellement, nous dit-on, couplé avec la génétique, afin de préparer les transhumains ou les post-humains de demain, l'hybridation homme-machine, enfin, vous avez tout un tas de scénarios de ce type qui relèveraient de la science-fiction, mais qui sont souvent publiés par des revues et des travaux très scientifiques. Les écologistes qui valident ce type de scénario et qui défendent à partir de là un revenu de base, finalement marchent sur les positions d'un autre partisan du revenu de base, Jean-Éric Iafil, que je cite, dans Le Monde de novembre 2014. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'automatisation, mais de faire en sorte qu'elle profite à tous. Le problème, c'est que toute l'écologie politique a précisément plutôt porté un regard critique sur le développement des techniques industrielles, notamment du fait des prélèvements de plus en plus importants que celles-ci occasionnent sur les milieux naturels. Je me tiens à un seul fait, pour me faire assez mal voir. Je cite un rapport publié par Michel Daubré, Fabrice Flippo et Marion Michaud, La face cachée du numérique, l'impact environnemental des nouvelles technologies, qui affirmait que l'énergie électrique nécessaire au seul fonctionnement d'Internet aujourd'hui, l'ensemble des infrastructures qui font fonctionner Internet, mobiliserait l'équivalent de 30 réacteurs atomiques à travers le monde. Pour des antinucléaires que sont les décroissants, c'est évidemment un peu embêtant. Et a priori, la contrainte écologique amenait les décroissants à critiquer l'accumulation de puissance des machines industrielles et éventuellement à assumer de nous en passer si nous devions considérer démocratiquement leur nuisance inacceptable. D'où la défense de la voie de la frugalité qu'on trouve par ailleurs. Si nous devons nous passer d'un certain nombre de techniques industrielles que nous considérons écologiquement insupportables, eh bien, il faudrait d'une part éventuellement travailler plus pour avoir autant, si ce n'est moins, version anti-sarkozienne de la décroissance, et puis éventuellement, et aussi réduire les besoins. D'où la thèse, les idées favorables à la frugalité, qui se trouvent écartées, là, sans ménagement.
Un autre point extrêmement embêtant, sur lequel je vais passer assez vite, c'est qu'il est étonnant de voir des auteurs anticapitalistes ne pas comprendre à ce point les règles de base du fonctionnement du régime capitaliste. Parce que si effectivement se réduisait très fortement le nombre d'heures de travail capitaliste, cela aurait des conséquences catastrophiques pour ce régime qui ne vit qu'à la condition de mobiliser toujours davantage de travail. La valeur économique capitaliste dépend du nombre d'heures de travail capitaliste, de l'abstraction monétaire du travail. Et une déstabilisation importante de ces institutions poserait évidemment le problème de ce qu'il adviendrait à la base fiscale du revenu de base. Puisque le revenu de base est pensé comme financé à partir de la production capitaliste de valeur. Les personnes ne produisant rien, mais y ayant droit en tant qu'être humain biologiquement existant. Enfin, par rapport à cette thèse relative à la fin du travail, il faut bien dire que pour l'heure, elle ne correspond à aucune réalité au cours de... Si l'on regarde l'évolution de ces dernières décennies, contrairement à ce qu'affirment donc un certain nombre d'auteurs, la croissance de la productivité du travail marchand décroche aujourd'hui, conséquence de la chute des taux de profit, des taux d'investissement industriel, elle-même conséquence de la chute des taux de profit. Le nombre d'heures travaillées dans l'emploi progresse à nouveau dans l'économie française, en conséquence, depuis le début des années 90, puisqu'elle est moins productive, elles sont moins productives, ces heures de travail. Et d'autre part, bien sûr, le travail non capitaliste, lui, a considérablement résisté. Fonction publique, associations subventionnées, etc. Le nombre d'emplois et le taux d'emploi, disons le rapport entre la population active occupée sur la population en âge de travailler progresse depuis le début des années 90. Il est aujourd'hui supérieur à 80%, bien plus élevé que dans les années 70. Donc par quelque bout qu'on le prenne, la justification d'un revenu de base par un effondrement ou une baisse considérable des heures travaillées ne tient pas la route. Et la nouvelle question que je me suis posée, c'est-à-dire toujours la même, arrivée là de mon raisonnement, c'est comment peut-on défendre des positions aussi contraires à l'écologie politique, à l'histoire de l'écologie politique, à la critique des techniques, et à la réalité de la dynamique de l'économie capitaliste ces dernières années. Il me semble, et c'est là peut-être le cœur de la réflexion, que si les écologistes décroissants, mes camarades, hein, je dis grand mal ce soir, en sont là, c'est que fondamentalement, avec le revenu de base, leur démarche est celle de la sécession économique. Il s'agit finalement de défendre, coûte que coûte, cette idée d'un capitalisme en pleine forme, qui va permettre de financer un revenu garanti, qui autoriserait des milliers ou des millions de personnes à s'engager à côté de l'économie dominante, à faire un pas de côté, thématique qu'on trouve assez souvent, afin de construire une économie alternative non capitaliste, qui garantirait des productions écologiques, et qui progressivement saperait l'économie dominante, se substituerait à elle en quelque sorte. Il s'agit donc en quelque sorte de s'appuyer sur elle pour s'en dégager. C'est ce que nous racontent un certain nombre d'auteurs décroissants, tels Baptiste Milondo, Vincent Liéget, Paul Ariès, André Gortz, que j'ai croisé tout à l'heure, qui nous disent en gros, garantissons le revenu à des niveaux suffisamment élevés. Alors j'en viens enfin à cette affaire de combien on paye. Donc ce que ces gens appellent des revenus suffisamment élevés, c'est 1 000 euros. 1 000 euros mensuels. Garantir donc le revenu à des niveaux
de revenus personnels à un niveau suffisamment élevé permettrait de libérer les personnes de travaux et d'emplois extrêmement nuisibles pour leur propre santé, pour les milieux naturels, des travaux socialement très contestables. Je ne commence pas ici une longue liste à la Prévert. Le raisonnement est simple. En gros, si, pour reprendre un slogan célèbre, nous n'étions plus contraints de perdre nos vies à les gagner, grâce à la perception du revenu d'un montant monétaire suffisant et en acceptant évidemment une réelle frugalité, eh bien, nombre d'entre nous, notamment parmi les moins qualifiés, ne serions plus soumis au chantage à l'emploi ou contraints de vendre nos prestations comme auto-entrepreneurs. Et il serait dès lors possible eh bien, de déserter des emplois particulièrement nocifs et de nous engager activement, économiquement, pour produire autrement, restaurer des milieux naturels, les protéger, se lancer dans l'agriculture biologique, la restauration écologique du bâti, etc. Les sources, a priori, de travail alternatif sont, elles aussi, tout à fait importantes. Il s'agit donc, en quelque sorte, de développer nos propres ressources à côté de l'économie dominante pour la contester et progressivement la fragiliser, la marginaliser. C'est, je crois, fondamentalement ce qui séduit un certain nombre de gens dans cette affaire du revenu de base. D'une part, l'inconditionnalité, qui vient rompre avec le soupçon permanent dont nous sommes victimes. Quand on est dans l'emploi, est-ce qu'on est toujours bien qualifié? Est-ce qu'on a bien toujours l'esprit d'équipe ou l'esprit d'entreprise? Est-ce qu'on va bien prendre le tournant de l'économie numérique? Est-ce qu'on est assez mobile? Etc. Quand on n'est pas dans l'emploi et qu'on est chômeur, alors là, c'est évidemment encore pire. Donc là, c'est fini, inconditionnalité. Et possibilité de desserrer la contrainte sociale, la contrainte à l'emploi, de façon à nous rendre libres d'agir et de produire autrement. Et espérons-le, c'est le pari, de façon écologiquement vertueuse. C'est très sympathique. C'est très sympathique, mais c'est hélas, je le crains, assez illusoire. Et je vais essayer de montrer qu'il est impossible de s'engager dans une alternative au capitalisme dans ces conditions, dans les conditions qui sont pensées par mes camarades écologistes décroissants. Pour cela, je traiterai essentiellement deux points. La question du financement, j'y viens. On va quand même mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est-à-dire comment ça marcherait institutionnellement, comment ce serait pris en charge. Et puis, l'impuissance des alternatives. J'aborde la question du financement du revenu de base parce qu'elle permet, selon moi, de présenter la contradiction absolument inextricable à laquelle il fait face et que j'ai déjà plus ou moins abordée. Financer le revenu de base aurait en effet pour conséquence soit de baisser les salaires versés par la sécurité sociale, voire de les annuler, c'est-à-dire d'attaquer des institutions ayant un fort potentiel anticapitaliste. Je ne vais pas développer ici face à une assemblée de réseaux salariés. Soit de fragiliser les institutions du capitalisme, mais alors de saper la base fiscale qui est nécessaire à son financement. Qu'entend-on concrètement quand on parle de financer un revenu de base? Je l'ai dit, celui-ci repose sur une exigence morale, la seule existence biologique des personnes. Concrètement, chaque personne doit donc voir son compte bancaire effectivement crédité du montant du revenu de base, chaque mois. Par le jeu du financement fiscal et en application éventuellement de la justice fiscale que revendiquent les partisans écologistes du revenu de base, les revenus des contribuables les plus fortunés seraient mis à contribution et baisseraient de façon éventuellement conséquente du fait de leur contribution au financement du revenu. Après impôt, leur revenu se trouverait fortement réduit
pour financer les revenus de base qui seraient absolument indispensables, pour financer les revenus de base de l'ensemble de la population. Mais seules, évidemment, les personnes les plus démunies conserveraient, elles, l'intégralité de leurs revenus. Des partisans de la décroissance économique assument logiquement, d'ailleurs, cette défense de versement effectif à chacun du revenu de base. Je pense, par exemple, au militant Michel Lepezan, dans son texte « Comment rendre le revenu inconditionnel écologiste, socialiste et démocratique », publié sur le site reporter.org en février 2017. Une telle perspective vient totalement remettre en cause le pragmatisme fiscal dont se prévalent les partisans du revenu de base, puisque une distribution effective d'un revenu engage des sommes en jeu absolument formidables. Pour les revenus de base qui nous intéressent, que défendent les décroissants, donc en gros 800 000 euros mensuels, il faudrait allouer au dispositif entre 40 et 50% des revenus qui sont aujourd'hui distribués dans l'économie, un peu moins de 1400 milliards. Étant donné l'importance d'ores et déjà de la mutualisation des revenus dans notre économie, les prestations sociales, entre guillemets, l'aide sociale, cela reviendrait de fait à supprimer les allocations chômage ou les pensions. C'est ce qu'affirme d'ailleurs froidement Michel Lepezan, qui défend un forfait de 1 000 € pour tous les retraités. Ce qui est une façon sans doute un peu brutale d'imposer la décroissance. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de gagner la population à la cause à court terme. Si on refuse cette perspective, et ce qui est le cas évidemment, mis devant le fait accompli par un certain nombre d'écologistes décroissants, lesquels insistent sur le fait qu'en aucune façon le revenu de base ne doit remettre en cause, je cite, les acquis de notre modèle social, alors il vient que la seule façon envisageable de le mettre en place, c'est de le transformer en revenu minimum. C'est-à-dire de le verser sous condition de ressources, et évidemment de remettre en cause l'inconditionnalité qui est si souvent mise en avant et constitue, dit-on, son originalité, son caractère, entre guillemets, révolutionnaire. Donc concrètement, il s'agit effectivement de rendre personnels les minima sociaux existants et de les augmenter jusqu'à un montant monétaire minimum de l'ordre donc de 1 000 € mensuels. C'est généralement la somme qui est annoncée. Dans ces cas-là, le chiffrage est évidemment beaucoup plus raisonnable, mais il engage encore pour 1 000 € mensuels de revenus de base 20% des revenus monétaires qui sont distribués chaque année. Comment est-ce qu'on finance l'équivalent de 285 milliards d'euros ? On ne peut pas compter évidemment sur les redéploiements fiscaux, je n'ai pas parlé de ça, il y a toute une littérature sur les aberrations de notre système socio-fiscal qui, remise à plat, permettrait de dégager des ressources inespérées pour le financement du revenu. Là, les minima sociaux existants sont mis à contribution, d'accord, on prend l'existant et on le porte à un niveau de 1 000 € mensuels. Pour financer cette mesure, évidemment, il n'y a que deux solutions fondamentalement, les revenus du travail ou les revenus du capital, les revenus de la propriété lucrative. Et c'est évidemment là-dessus que comptent les écologistes anticapitalistes. Comme le dit l'un d'entre eux, le revenu de base coche beaucoup de cases. Il permet de lutter contre la pauvreté, enfin, soi-disant. Il permet de se dégager du travail contraint et de s'engager pour une économie écologique. Et il permet en plus de, entre guillemets, taxer le capital. Là aussi, une figure assez connue. On pourrait donc attaquer, enfin, les rentiers, les revenus de la propriété lucrative des ménages, au nom de la justice fiscale et de l'écologie. Le scénario est le suivant. Bien sûr, lorsque vous attaquez les revenus de la propriété, lorsque vous attaquez le capital, vous avez des conséquences terriblement négatives, entre guillemets, pour l'économie de marché. Puisque l'économie marchande capitaliste
fonctionne à la maximisation du taux de profit, à la maximisation des retours sur capital. Si vous fragilisez les revenus des classes dirigeantes, qui au demeurant sans doute ne se laisseraient pas faire, vous fragilisez la capacité de l'économie de marché, essentiellement capitaliste, à produire des richesses et de la valeur économique. Mais là, les décroissants disent, ça tombe très bien. Ça tombe très bien, nous, ça ne nous gêne pas, puisque précisément ce qu'on veut, c'est la décroissance. Donc si tout cela conduit à produire moins, ça n'est absolument pas gênant. Et finalement, le scénario défendu, c'est le suivant. Un revenu minimum de base, appelons-le revenu minimum de base, qui garantirait une certaine mutualisation de la valeur économique, d'accord, tout le monde amené au minimum de 1 000 € par mois, avec possibilité de cumuler des revenus du travail et des revenus du capital qui seraient en baisse, d'accord, ils sont mis à contribution, la valeur économique marchande capitaliste diminuerait, ce qui serait, nous dit-on, très bon pour l'écologie. C'est précisément l'objectif, de produire moins de saloperies, si je puis placer ici un vocabulaire quelque peu inapproprié. Réduction, frugalité, réduction des besoins marchands, et donc réduction de la production de marchandises, réduction de la valeur marchande produite, et sécurité pour tous avec un revenu de base. Ce qui est théoriquement possible ne résiste évidemment pas au fait pour qui connaît la dynamique du capitalisme. Ainsi que je l'ai dit, la valeur marchande capitaliste ne peut exister qu'à la condition de la croissance économique marchande capitaliste. C'est à la fois la conséquence et la condition nécessaire. Fragiliser les droits de propriété, s'attaquer au capital, tout le monde a priori est pour. Mais la conséquence, c'est une déstabilisation profonde des institutions capitalistes. La décroissance économique pour le capitalisme n'a pas d'autre sens, d'autre nom que la récession, la déflation, la dépression. Dans une situation de décroissance de la valeur économique, les engagements des entreprises ne sont plus tenus. Par exemple, elles ne peuvent plus tenir leurs engagements en termes de crédit. Les dettes ne sont plus payées. S'ensuit, possiblement, si l'État n'intervient pas, ce qu'il fait généralement, comme on l'a vu encore en 2008 et qu'on ne va pas tarder à le voir encore, des faillites d'entreprises en chaîne, ne pouvant plus honorer leurs dettes. Destruction de l'emploi, destruction du travail, impossibilité de verser des salaires, bref, la situation de crise capitaliste assez classique, au demeurant, qui fragilise les institutions économiques du capitalisme, qui constitue, je le répète, la base fiscale pour le financement du revenu garanti. Il est en effet, il est impossible, je pense qu'on touche là vraiment fondamentalement à la contradiction qui consiste à vouloir s'appuyer et cohabiter avec les institutions adverses, les institutions ennemies qu'on veut abolir pour s'en émanciper. Puisque les fragiliser revient inévitablement à mettre en cause l'existence même du revenu minimum de base. C'est pourquoi, s'il devait être financé, il faudrait, plutôt que les revenus du capital, évidemment mettre à contribution les salaires. Et comme il est quand même difficile de baisser les salaires directs, les salaires nets perçus par les salariés dans l'emploi, eh bien ce serait évidemment les salaires indirects, la sécurité sociale qui serait mise à contribution. C'est pourquoi... je le dis au passage, il n'y a évidemment aucune incohérence à être libéral et partisan du revenu de base. Et bien au contraire, finalement, un certain nombre de camarades écologistes sont amenés inévitablement, une fois qu'ils se sont faits les défenseurs inconditionnels du revenu minimum, à défendre des positions qui sont celles, classiquement, des libéraux favorables au revenu minimum, au revenu de base, qui est une arme, qui peut être une arme absolument décisive pour eux, contre la sécurité sociale. Pour reprendre une phrase célèbre,
le revenu de base serait financé par les pauvres eux-mêmes. Hein, si on peut dire les choses ainsi. Ce que je viens d'essayer de montrer avec les enjeux du financement se retrouve, je le traite maintenant assez vite, lorsque l'on aborde les perspectives des scénarios concrets d'insoumission économique ou d'engagement dans les alternatives économiques que défendent les décroissants partisans du revenu minimum de base. Ceux-ci, je l'ai dit, défendent à la fois l'idée que la perception de ce revenu permettrait à un certain nombre d'entre nous de déserter, de quitter des emplois extrêmement nuisibles d'un point de vue écologique et social. Je cite un des partisans écologistes du revenu de base, Julien Bayou, sur le site reporter.org, le 30 janvier 2018. Je connais par exemple un certain nombre de personnes qui vivent à Paris par défaut, parce que c'est là où se trouvent les emplois, éventuellement non désirés. Un revenu de base, surtout s'il est perçu par plusieurs membres du foyer, pourrait leur permettre de s'installer ailleurs, et notamment dans des espaces davantage ruraux. Cela induirait une pression citadine moindre, des déplacements quotidiens de la périphérie au centre-ville restreint, etc., etc. Autant d'effets induits qui réduiraient encore notre empreinte écologique. Donc on déserterait massivement, des milliers, des millions de gens déserteraient les emplois, éventuellement les villes très polluées et sursaturées. Mais que ferait-il ? Les partisans du revenu de base se heurtent là à la thèse assez classique du parasitisme social. Ils vont prendre le revenu de base et ils vont aller jouer aux jeux vidéo. Ils vont prendre le revenu de base et ils vont aller faire, je sais pas quoi, les abrutis dans les ZAD, grimper aux arbres pour embêter les gendarmes, etc. Alors, que répondent à cela les partisans du revenu minimum de base ? Ils disent certainement pas, bien sûr que non. Les personnes ont besoin d'être actives, ont besoin de travailler, ont besoin de liens sociaux. Réponse curieuse, parce que de deux choses l'une, hein, et on retrouve la même idée que je viens de développer avec les questions financières, ou bien globalement, des millions de salariés finalement qui aiment leur emploi, leur travail, travailleraient peu ou prou comme avant, éventuellement avec de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail grâce au pouvoir de négociation que leur donnerait la possibilité de percevoir un revenu minimum relativement élevé. Dans ces cas-là, ils produiraient toujours autant de valeur économique et le revenu de base pourrait être financé, mais évidemment ces effets écologiques seraient à peu près nuls. En quelque sorte, tout continuerait comme avant, les actifs travailleraient, produiraient de la valeur économique, sur laquelle pourraient être prélevées des sommes qui financeraient le revenu minimum pour les inactifs, par choix ou par nécessité, et qui pourraient compter sur un revenu minimum de base. Soit, et c'est ce qu'ont en tête évidemment les écologistes décroissants, les personnes travailleraient autrement. Ils travailleraient toujours, ils produiraient toujours de la valeur économique, mais cette valeur économique serait écologiquement, peut-on l'espérer, vertueuse, puisque le financement d'un revenu de base permettrait nous permettrait, à nous, milliers et millions d'individus, de nous engager dans une économie écologique. Je cite le même Julien Bayou. On pourrait également envisager le revenu de base comme un moyen d'accompagner les agriculteurs qui le souhaiteraient à opérer une transition vers une agriculture biologique, aujourd'hui impossible du fait du manque de ressources pendant la conversion. On travaillerait toujours, mais plutôt que d'être agro-industriel, on transiterait vers l'agriculture biologique. On travaillerait toujours dans l'industrie agroalimentaire bretonne, mais plutôt que de faire un travail écologiquement désastreux, on s'engagerait à faire un travail écologiquement vertueux. Illusion. Évidemment, illusion. La seule perception du revenu de base ne peut pas être à elle seule à l'origine d'une valeur économique alternative non capitaliste. Il est inenvisageable de financer des travaux qui seraient pourtant intéressants pour l'écologie avec la seule mesure du revenu de base. Pour reprendre l'exemple de Julien Bayou, la reconversion à l'agriculture biologique d'agriculteurs industriels ou éventuellement l'installation de jeunes paysans, cela implique des politiques d'une toute autre ampleur.
le revenu paysan aujourd'hui passe en moyenne à 50% dans le remboursement de la dette. Le quart des paysans français sont dans une situation de misère absolue, avec des revenus inférieurs à 700 € par mois, parfois moins de 300 € par mois. Sur les 500 000 agriculteurs que compte ce pays aujourd'hui, je ne sais pas combien il va en rester à ce rythme. S'engager véritablement dans un développement d'alternatives agricoles à l'agro-industrie nécessite évidemment de toute autre mesure que le revenu de base. Il en irait d'ailleurs ainsi dans tout un tas de domaines, sauf transport collectif, réfection du bâti écologique qui demande des investissements, qui demande des engagements financiers éventuellement considérables. Le revenu de base, c'est pour bricoler. C'est pour bricoler. Alors ça peut être du bricolage intéressant, mais il est impensable, avec cette seule mesure, de s'engager massivement. Le seul niveau indispensable, si l'on veut penser écologie, la crise globale, la crise écologique globale, il faut agir globalement. Le revenu de base ne nous autorise pas, ne nous autorise en rien une telle échelle d'engagement et d'action. Comment financerait-on ces travaux qui seraient écologiquement nécessaires? En tout état de cause, certainement pas avec du crédit bancaire, avec du crédit lucratif, puisque nombre de ces travaux seraient par principe très peu productifs du point de vue capitaliste. On ne voit pas le Crédit Agricole s'engager massivement pour la réinstallation de paysans biologiques, en agriculture bio, ou de fermes paysannes. Et bien au contraire, d'ailleurs, la logique capitaliste en cours aujourd'hui est plutôt de s'approprier et de dénaturer les opportunités de croissance de certaines innovations sociales qui naissent inévitablement marginales, mais qui, pour se développer, ont besoin de capital, ont besoin de financement. Et lorsqu'il est possible alors de les financer et de les dénaturer pour les rendre rentables, eh bien évidemment, là, à ce moment-là, le capitalisme est en capacité de mobiliser ces institutions. Le cas de l'agriculture bio est exemplaire. L'agriculture bio dans les années 80, ce sont des gens qui mettent en place un cahier des charges de production qui a comme objectif principal, enfin un des objectifs principaux, c'est qu'il ne puisse être mis en œuvre que dans le cadre d'une agriculture paysanne, familiale. L'agriculture bio se développe dans sa niche, mais intéresse de plus en plus de gens. Que se passe-t-il? Eh bien, progressivement, il y a un lobbying considérable pour dénaturer le cahier des charges, qu'on puisse appeler bio à peu près n'importe quoi, de façon à ce que les agriculteurs industriels puissent produire du bio. Et on a du bio, évidemment, aujourd'hui, dans tous les rayons de nos supermarchés et même chez nos discounters. Le cas de la ruche qui dit oui est également tout à fait remarquable. Hein. Un ensemble de magasins de vente directe de producteurs, de façon à contourner les intermédiaires, qui se développent, qui intéressent. Et qui intéresse qui? Eh bien, qui intéresse Xavier Niel, qui se rend bien compte qu'il y a une possibilité là de financer, de s'approprier, de financer et donc de dénaturer une innovation sociale écologique tout à fait intéressante, mais qui manque cruellement de capital pour élargir son rayon d'action. Je cite pas parce que j'ai déjà été trop long, l'histoire des vélos en libre service, hein, vieille idée écolo, dans les années 60-70, si j'ai bonne mémoire, des villes italiennes avaient essayé de lancer ça, hein, avaient balancé des milliers de vélos gratuits dans les rues, les habitants étaient invités à les utiliser et puis à les poser quelque part, et un autre allait pouvoir en profiter. Vous savez ce qu'il est arrivé de cette belle idée, et M. Decaux et quelques autres aussi. Là encore, penser cette cohabitation
de façon fondamentalement non conflictuelle entre une logique capitaliste et une logique écologiste, conduit inévitablement, finalement, à se faire plumer, hein, conduit inévitablement ceux qui ont le pouvoir économique à s'emparer du meilleur des innovations sociales et écologiques que pourraient mettre en place les individus dotés de leurs revenus de base et qui s'engageraient sincèrement dans une alternative économique, ou alors est-ce que celle-ci demeure à l'état demeure dans des situations de niche, hein, qui peuvent être localement intéressantes d'ailleurs, je ne m'en moque pas, hein, mais qui ne peuvent en rien évidemment être à la hauteur des enjeux. Je dis juste un dernier mot parce que certains auteurs ont commencé à voir le problème, évidemment. Je pense à Baptiste Milondo et je pense à Sophie Svaton, philosophe et économiste, qui n'est pas à proprement parler favorable au revenu minimum, qui est favorable au droit au revenu sous condition. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt pour notre discussion. Ceux-ci sont dans la nécessité de penser, à côté du revenu de base, comment pourraient être financées des organisations non capitalistes de production. Coopératives de production, coopératives d'activité, associations subventionnées, etc., pour donner de la chair au projet d'économie alternative. Mais comme il ne s'agit jamais de contester finalement le pouvoir économique des propriétaires du capital et du crédit bancaire, eh bien, on retombe sur des lieux communs, des pratiques qui ont déjà massivement lieu et qui ne changent pas fondamentalement la situation, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'activation des ressources passives. Tout un tas de budgets publics, de financement participatif, de réorientation de budget public des coûts de privation d'emploi vers le financement d'emplois manquants. Je cite Sophie Svaton, de façon à essayer de financer quelques institutions véritablement alternatives. C'est tout ce qui se fait déjà, et qui n'a fondamentalement rien changé et qui n'a que très peu de chances de changer quoi que ce soit. Je ne résiste pas à ce plaisir de citer à nouveau Baptiste Milondo, ça n'est pas très charitable, qui maintenant veut compter sur la finance solidaire participative pour, en plus du revenu de base, financer, je le cite, un projet de coopérative immobilière qui pourrait stopper la spéculation immobilière. Dans Médiacité Lyon, le 6 septembre 2017. Dans un quartier à Lyon qui se trouve que je connais bien, où existent déjà de très nombreuses coopératives de logement, qui n'ont évidemment en aucune façon été en mesure de stopper la spéculation immobilière qui frappe la bonne ville de Lyon comme d'autres. Je conclus mon réquisitoire en disant qu'il est quand même étonnant d'avoir à revenir sur une leçon que le vieux mouvement ouvrier révolutionnaire, nous sommes à la Bourse du Travail, avait compris dès le milieu du XIXe siècle. À savoir qu'il ne pourrait pas faire la révolution comme il le souhaitait en se contentant de développer ses propres institutions, qui étaient puissantes à l'époque, associations ouvrières, comme on disait, coopératives, mutuelles. Et l'échec du mouvement coopératif, qui lui, à partir de la fin du XIXe siècle, pensait possible la généralisation de la coopération par partage d'huile, par essaimage des coopératives, est venu tragiquement lui donner raison. Il me semble que finalement, un siècle plus tard, ce même scénario se rejoue, cette même impuissance dans le domaine de l'écologie, qui préoccupe tant à juste titre de nombreux partisans du revenu de base. Finalement, il me semble que mes camarades écologistes réellement anticapitalistes sont un peu au milieu du gué. Soit ils continuent de refuser tout affrontement politique réel avec les institutions économiques dominantes. Ils jouent la cohabitation et le pas de côté. Ils défendent la stratégie des dissidences et des dissensions qui finirait un jour, dans 1000 ans, par se généraliser et rendre caduques les institutions du capitalisme. Et ils entretiennent
une illusion à mes yeux assez coupable. Soit ils reconnaissent que la condition nécessaire, pas suffisante bien sûr, mais nécessaire pour qu'une société écologique puisse voir le jour, c'est que nous soyons maîtres à grande échelle, collectivement et démocratiquement, des institutions de production, des institutions de financement, de façon à pouvoir décider quels biens et services marchands ou non marchands produire, et en ce qui me concerne, comme décroissant, évidemment surtout ne pas produire. C'est l'intérêt et l'honneur même d'une association comme Réseau Salariat de réaffirmer avec force cette ambition et de montrer que des pistes concrètes d'émancipation sont à notre portée. Merci pour votre attention. Non, je vous en prie. Oui. Pour m'entendre, de toute façon, pas besoin de microphone. Je peux poser ma question. Alors, je voudrais réagir par rapport à la critique que vous avez faite très tôt dans votre discours de certains de vos camarades décroissants qui justifient la nécessité du revenu de base par l'imminente disparition du travail, en disant que la disparition du travail est dans la continuité de cette baisse progressive du temps de travail. Et vous dites que c'est ne pas comprendre le capitalisme, puisque, pour simplifier, les profits des capitalistes dépendent en raison directe du nombre d'heures de travail. Mon objection est qu'il me semble que c'est plutôt vous qui ne comprenez pas trop bien de quoi s'agit-il ici, pour la simple raison que le capitalisme ne tolérerait rien qui n'aille dans son propre sens. Et votre présupposé, que je trouve un peu naïf, est que la baisse, c'est que le surtravail, en effet, doit diminuer en raison directe avec le nombre d'heures de travail. Or, il est évident qu'il peut y avoir une baisse des heures de travail qui est accompagnée d'une augmentation du nombre d'heures de surtravail. Pour une journée de travail, disons, de 10 heures, où il s'agit de 2 heures de surtravail, avec le développement technique, on peut passer facilement à une journée de travail de 8 heures avec 4 heures de surtravail. Donc, je pense que vos collègues qui craignent l'imminente disparition du travail ne sont pas si incapables de comprendre le capitalisme, mais qu'ils ont ici même un argument sérieux, qui ne peut pas être, en tout cas, banalisé. Et pour réagir contre la même critique, il y a une autre objection banalissime, hyper connue, mais je dois rappeler, c'est que la théorie du travail-valeur, n'est-ce pas, est celle de Smith et de Ricardo, une théorie formulée au XVIIIe siècle, qui n'a pas beaucoup d'adeptes de nos jours. Voilà. Et que ceux qui se piquent de comprendre le capitalisme avec la théorie de la valeur travail sont peut-être un peu à côté de la plaque. Tu fais quoi? Tu veux prendre plusieurs questions ou Si, comme vous souhaitez. Oui, quoi, oui, très bien. Je les noterai. On prend encore 2 questions et après on fait un tour de réponse. Et on fait un tour de questions. Il n'y a pas d'autres questions? Bah vas-y. La valeur, sur la réalité, sur la question du travail, question en effet lourde, les partisans de la fin du travail vont dénommer travail le travail marchand et le travail non marchand. Le travail au sens de l'INSEE. Réseau Salariat, lui, défend évidemment un élargissement du travail. Il n'est donc pas question dans nos positions de considérer que le travail se réduit, puisque le travail est a priori infini. Le travail, c'est l'activité de production
que nous faisons dans le secteur marchand capitaliste pour l'instant, dans le secteur non marchand, dans l'économie domestique. La thèse qui est ici en question, c'est la réalité au cours de ces dernières années de la baisse des volumes travaillés, si je puis dire, du nombre d'heures travaillées, aussi bien dans le secteur marchand que dans le secteur non marchand. Les données dont nous disposons montrent que le nombre d'heures de travail s'accroissent en France depuis le milieu des années 80. Donc travail marchand-non marchand, hein, d'accord, qui n'a pas de valeur théorique en soi. Hein, travail au sens de l'INSEE, travail des fonctionnaires, travail des salariés dans l'emploi. Depuis le milieu des années 80, le nombre d'heures de travail s'accroît de façon relativement conséquente. Pour deux raisons, je l'ai dit, d'une part parce que continue de progresser, de résister, de progresser le travail non marchand, et d'autre part parce que la productivité du travail horaire est en panne aujourd'hui à l'échelle mondiale du capitalisme, et notamment en Europe occidentale, du fait de taux d'investissement productif qui se réduisent. Donc pour produire la même valeur économique, vous avez un travail dont la croissance de la productivité se réduit jusqu'à devenir négative. Vous engagez davantage de travail. Il n'y a aucune réalité aujourd'hui statistique en France et en Europe à une réduction des volumes de travail, des quantités de travail marchands comme non marchands. L'idée selon laquelle, dans les prochaines décennies, le travail aurait massivement déserté nos économies est aujourd'hui largement infondée. C'est l'investissement qui est en panne. C'est l'investissement capitaliste qui est en panne aujourd'hui, du fait de taux de profit insuffisants. D'où d'ailleurs les tentatives désespérées, faisant feu de tout bois, de rendre productives, profitables, des activités qui sont a priori peu intéressantes pour un capitalisme industriel très développé. J'ai cité Laruche qui dit oui, un grand capitaliste comme Xavier Niel, qui en est à investir dans finalement des magasins de producteurs, des magasins de proximité, qui mettent en lien directement ou avec le moins d'intermédiaires possible des paysans et des consommateurs, c'est qu'il y a des masses de capitaux à investir absolument considérables qui vont, si je puis dire, entre guillemets, n'importe où. Ce qui serait très intéressant d'un point de vue capitaliste, c'est de mobiliser énormément de travail très productif, ce qu'il a fait au cours de son histoire, évidemment, et ce qu'il est en difficulté à faire aujourd'hui, au moins en tout cas en Occident. Donc cette thèse de la fin du travail, encore une fois, ne peut pas nous satisfaire dans la mesure où nous avons une autre conception du travail que celle qui est défendue par les écologistes décroissants ici à Réseau Salariat. Mais quand on regarde sa réalité concrète ces dernières décennies, elle n'est pas fondée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se posaient des questions? Tu veux... Oui, merci pour votre très bon exposé qui est... Oui. Ah, pardon. Donc merci pour votre très bon exposé qui démontre le revenu de base, voilà, c'est une escroquerie. Alors, quand vous parlez, alors peut-être que j'ai pas bien compris, mais vous
parlez de décroissance économique. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé juste du marchand, mais, enfin, je veux dire, on pourrait très bien... parce que dans le projet politique de réseau salarial, il n'y a pas... c'est une économie marchande, mais pas capitaliste. On est communiste. Alors, je sais que c'est contraire à tout ce qu'on a appris à l'école, etc. Enfin, comme beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, c'est n'importe quoi. Mais, surtout, oui, là-dessus. Mais en fait, moi je me dis, il peut très bien avoir. Alors je sais pas, parce que là, pourquoi forcément décroissance? Enfin, je sais pas, parce que il peut très bien avoir une croissance des services. Bon, évidemment, pas des biens industriels, mais des services marchands et non marchands, en partie gratuits d'ailleurs, sans qu'il y ait forcément décroissance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est peut-être juste un slogan, je sais pas. Les propositions de réseau salariat, c'est en cela qu'elles m'intéressent, sont neutres sur la question écologique. Le projet de démocratie économique, le projet de contrôle par les producteurs de la production, peut très bien conduire à produire toujours plus, peut très bien conduire à défendre des investissements massifs dans je ne sais pas quoi, toujours plus de voitures, ou remplacer les centrales atomiques vieillissantes par 12, 20, 30 EPR, comme il peut conduire à la frugalité. C'est à la démocratie d'en décider. Ce serait à la démocratie d'en décider, dans 1001 conflits, 1001 oppositions, 1001 difficultés. Mais j'insiste, on peut être écologiste frugal, disons, et membre de réseau salariat, comme on peut être partisan d'une relance de l'activité nucléaire. Lorsque je parle de décroissance, je l'ai dit, je m'intéresse au côté concret du travail. C'est-à-dire la position des décroissants consiste à dire il nous faut produire moins, de façon à prélever moins de ressources naturelles et à émettre moins de rejets ou de déchets dans l'environnement. Cela suppose de produire bien évidemment autrement, autre chose, mais avec l'ambition d'une économie beaucoup plus frugale. Ça peut se faire par le marchand comme par le non-marchand. En effet, réseau salariat est favorable aux institutions marchandes. Il s'oppose aux marchands capitalistes. C'est évidemment différent. Ça peut se faire par le non-marchand et par un accès de plus en plus important à la gratuité. Toutes les pistes sont envisageables. Je n'ai pas d'objection à cet égard. Si nous décidions, prenons un cas limite, que tout est gratuit, tout serait produit et consommé sans argent, c'est un cas limite, bien sûr, mais il aide à saisir l'affaire. On peut très bien produire toujours plus de choses gratuites qu'on s'approprierait sans argent, selon des institutions évidemment qui seraient totalement inventées, ou on peut très bien décider de produire moins, et évidemment de s'approprier moins sans argent. Si l'on décidait de supprimer entièrement la gratuité, ce qui n'est évidemment pas le projet, eh bien on aurait des institutions marchandes qui produiraient plus ou moins de biens et services concrets, de telle et telle nature, que nous nous approprierions avec nos revenus monétaires. Ouais, on a un micro assez court, du coup, si vous voulez parler. Je parle fort. Parle fort. Dans le texte qu'on a reçu avant le séminaire, il y a une phrase que j'ai pas comprise. C'est pour me vanter, pour dire que j'ai compris tout le reste. Alors, c'est le capitalisme est nécessairement industriel. Bon, ça va, j'ai compris. Mais il est fort probable qu'il n'existera jamais de société industrielle non capitaliste. Alors ça me pose question.
je me dis que dans le système dont on peut espérer qu'on réussira un jour à le mettre sur pied, avec le salaire à vie et les caisses de cotisation et les caisses d'investissement, on peut imaginer un système qui n'est plus capitaliste, mais qui pourtant peut rester industriel en partie. Ou alors c'est le mot industriel dont je n'ai pas la bonne définition. Non, c'est une imprécision d'écriture. La question au fond est la suivante. Si l'on remet en question et si l'on abolit le régime capitaliste en matière de production, on défait un adversaire extrêmement violent, et on a bien raison de le faire, d'essayer. Mais quelles en seraient les conséquences? A priori, on pourrait dire les producteurs sont dorénavant maîtres de leur outil de travail. Il n'y a pas de raison qu'ils produisent moins bien, et il y a même plutôt de raisons de penser qu'ils produiseront mieux que lorsqu'ils sont dans l'emploi dominé et contraint. C'est une possibilité. Dans ces cas-là, on n'a pas besoin, évidemment, des institutions capitalistes pour envisager des millions de voitures en circulation dans le pays. Les ingénieurs, les ouvriers qualifiés, enfin l'ensemble du travail qualifié qui est nécessaire pour garantir ce type de marchandises sont toujours là, et ils travaillent même sans doute bien mieux et de façon bien plus efficace maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs maîtres. C'est possible. Ça n'est pas tout à fait sûr toutefois, dans la mesure où déstabiliser les institutions capitalistes déstabilise inévitablement un régime qui a plein de défauts, énormément de défauts majeurs, massifs, mais qui a été en mesure effectivement, et qui est effectivement en mesure de produire des biens à grande échelle d'une complexité technique absolument considérable, qui engage des réseaux, un réseau de production, toute une chaîne de production qui est aujourd'hui mondiale. Faire circuler des voitures, c'est être en capacité d'aller prélever des ressources et de l'énergie à des milliers de kilomètres de là, en Angola, dans le golfe du Niger, avec des conditions écologiques et humaines d'ailleurs absolument dramatiques, au Moyen-Orient, etc. L'ensemble de ces institutions de production, qui fonctionnent notamment parce qu'il y a exploitation et asservissement. Évidemment, les mines de coltan, très bon marché aujourd'hui, matériaux très bon marché que l'on retrouve dans tous les appareils numériques et électroniques, ces mines de coltan sont gérées dans des conditions absolument abominables. Une des raisons pour laquelle on a des marchandises très bon marché ici. Ces institutions, donc, seraient-elles aussi efficaces d'un point de vue productif lorsque l'on aurait aboli la contrainte capitaliste à toujours plus de productivité, à toujours plus d'engagement dans le travail? C'est la question qui est posée. Au risque, en effet, de déstabiliser un certain nombre de chaînes de production. Encore une fois, l'intégration de l'ensemble des activités de production, aujourd'hui à l'échelle mondiale, qui sont nécessaires pour produire cet enregistreur, ce micro, de l'électricité très bon marché, tout le temps comme on veut, quand on veut. Pour un certain nombre d'écologistes décroissants, ça n'est pas certain. Déstabiliser le capitalisme, c'est une très bonne idée, mais c'est aussi peut-être assumer de déstabiliser tout ce qu'il a d'efficace
entre guillemets, à produire de fait, dans l'exploitation, très bon marché, de très nombreuses marchandises qui sont accessibles aujourd'hui à pratiquement toutes les bourses. Voilà ce que signifiait, peut-être un peu brutalement et à retravailler, cette affirmation ou cette interrogation. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Il me reste un problème avec le mot industriel. C'est sans doute... moi, je ne veux pas monopoliser. Oui, non, c'est vrai. Il faudrait revenir là-dessus. On ne sortirait pas de l'industrie. On ne retournerait pas à la houe. On ne revient pas à l'artisanat. On ne revient pas à l'artisanat. Il resterait des processus industriels, bien entendu. Alors là, j'ai du mal à trouver, mais je ne sais pas... la recherche scientifique a permis de faire des avancées extraordinaires dans le domaine de la médecine. J'imagine pas que ni réseau salarial ni le mouvement décroissant dans son ensemble souhaitent qu'on ne puisse plus soigner les maladies. Or, la production de, je sais pas moi, des machines qui permettent de faire les IRM, les choses comme ça, c'est pas une production artisanale, on est bien dans l'industrie là. Bien sûr. Bien sûr, c'est une question qui se pose. C'est, au fond, pour le dire très simplement, est-ce qu'il y a d'autres régimes politiques et économiques qui sont en capacité de produire de façon aussi performante, de fait, techniquement, qu'un capitalisme mondial très développé, intégrant des chaînes de production de valeur à l'échelle planétaire? Un certain nombre de gens disent peut-être pas. Un certain nombre de gens disent peut-être pas. Mais après, il faut assumer ou pas les conséquences. D'autres disent oui, sans souci. Sans souci, puisque nous, producteurs de valeur économique, serons maîtres de l'outil de travail et donc ne travaillerons que mieux une fois débarrassés des actionnaires et des créanciers. C'est pas sûr. C'est pas sûr, puisque ce régime économique a, encore une fois, énormément de défauts, mais il a bien quelques qualités pour avoir perduré ainsi. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je voudrais juste réagir à ça, je me permets. Ben oui. Évidemment que peut-être qu'il faudra payer un peu plus cher, ou beaucoup plus cher, ce qui se dans les mines de cobalt au Congo, etc. Mais vous êtes en train d'oublier qu'il y aura vraiment un surplus parce que les actionnaires, par exemple, ne vont pas être dans la bonne condition favorable d'aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a les deux côtés. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec l'agriculture bio, malgré tous les problèmes qu'elle a. C'est vrai qu'on paye un peu plus cher, peut-être, mais on paye un principe, du moins il y a quelques années, les produits étaient quand même un peu plus équitables, c'est-à-dire le producteur de cacao à Saint-Thomé avait peut-être un peu plus d'argent que si ça va directement au monoprix. Donc il y a aussi ce côté-là qui n'a rien à voir avec l'efficacité. En fait, c'est aussi un partage de valeurs. Bon, voilà. La question n'est pas tout à fait celle-là. Hein. La question, c'est... enfin, c'est aussi celle-là, mais... prenons l'agriculture bio, par exemple. La question récurrente, c'est est-il possible d'envisager une agriculture biologique pour tous en France? Est-ce que ça n'est pas un truc pour les bobos, il faut avoir du pognon, etc. Si j'en crois un certain nombre de spécialistes, il est tout à fait possible de généraliser une agriculture biologique en France. Mais encore faudrait-il assumer des conséquences quant à l'alimentation, la nature de l'alimentation qui en résulterait. Ce qui n'est pas possible, c'est de manger de la viande 2 fois par jour bio à 66 millions.
Sauf alors, évidemment, à compter sur des intrants bio qui seraient produits en Amérique latine ou ailleurs, enfin qu'ils le sont déjà, mais ils ne sont pas bio, pour nourrir le bétail, les cochons bretons dorénavant bio, les bœufs limousins dorénavant bio, etc. Une alimentation biologique, une généralisation de l'alimentation biologique à l'échelle de l'Hexagone, par exemple, est tout à fait envisageable. Enfin, pas du 100% tout de suite, etc. Bien entendu, je raisonne ici théoriquement. Elle est tout à fait envisageable, mais à condition d'avoir une alimentation beaucoup moins carnée. Parce qu'on se heurte à des réalités physiques, hein, tout simplement. La moitié aujourd'hui des protéines végétales produites dans le monde servent à nourrir le bétail, pour faire de la viande. Dans un monde où on crève de faim, un certain nombre de protéines végétales ne vont pas aux êtres humains, elles vont au bétail pour nourrir de façon donc tout à fait insatisfaisante des millions de carnivores. On peut choisir d'être végétarien et bio, hein, mais on se heurte, vous le voyez là dans cette affaire, par exemple, à des limites physiques, tout simplement. Il n'est pas possible de nourrir sur un cahier des charges d'agriculture biologique, des bêtes pour que nous puissions tous manger 2 fois par jour de la viande, en France. Et alors dans le monde, je n'en parle pas. Donc les choix qu'on pourrait faire, les choix institutionnels, en l'occurrence là par exemple une agriculture bio non capitaliste, engagent évidemment le côté concret de la production. Et il y aurait, dans le domaine par exemple de l'alimentation, des choix que l'on ne pourrait pas faire. Si on fait le choix du bio, il faut faire le choix d'une alimentation plus végétarienne. Et la démocratie du producteur n'y changera rien à cette réalité biochimique, si je puis dire. C'est un peu la même chose sur un certain nombre d'objets de consommation courante qui, comme je l'ai dit, engagent des chaînes de valeur industrielles aujourd'hui mondialisées, qui consomment énormément de ressources naturelles, qui émettent énormément de déchets. On pourrait faire le choix de s'en passer, premièrement, mais si on faisait le choix de ne pas s'en passer, il n'est pas certain que changer les institutions économiques, c'est-à-dire en finir avec la pression à la productivité permanente, ne serait pas sans conséquence sur la production de ces marchandises elles-mêmes. Dans un certain nombre, pour prendre un exemple dans l'automobile, un certain nombre de centres d'essais où travaillent des ingénieurs et des techniciens, les salariés sont soumis à une productivité complètement dingue et délirante. Alors, il y a 2 versions dans cette affaire. La première version consiste à dire c'est un travail qui est mal fait, les gens sont sous pression, ils font des conneries, s'ils étaient maîtres de leur travail, ils produiraient beaucoup mieux, de façon beaucoup plus efficace, et par exemple nos automobiles seraient moins polluantes, ou que sais-je. Mais enfin, il y a une autre version qu'on ne peut pas complètement écarter, qui consiste à dire que si on leur foutait la paix, peut-être qu'ils lèveraient le pied aussi un peu. Et que la pression permanente à l'efficacité pourrait produire aussi des marchandises moins efficaces. Je ne dis pas que ça se passerait comme ça, la phrase serait sans doute à retravailler, hein, vous avez raison de la pointer, mais c'est un élément qu'il faudrait interroger et assumer. Transformer profondément les institutions de production de valeur économique a des conséquences, évidemment, sur les marchandises concrètes que nous consommerions, qui pourraient éventuellement aller dans un sens a priori non souhaité. C'est le risque de l'engagement politique. Non souhaité aujourd'hui, peut-être souhaité demain. Est-ce que passer 4 heures par jour en moyenne, ai-je lu quelque part, sur les portables numériques, cancérigènes et atomiques, je fais mon numéro décroissant, est en quelque sorte le meilleur des mondes possibles? Sans doute pas. Est-ce que nous continuerions sans difficulté de produire des portables aussi efficaces dans le cadre d'institutions non capitalistes? La question est ouverte. La question est ouverte.
réponse n'est pas aussi évidente. La démocratie serait là, nous serions tous plus efficaces, et ce serait formidable. Il nous reste le temps pour 2 questions, si vous voulez. Moi, je voudrais revenir sur la décroissance parce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai pas compris. J'ai vraiment le sentiment qu'on mélange ou qu'on confond la fièvre et le thermomètre en parlant de ça. Parce que, en fait, c'est pas tant de savoir si on croit, si on fait de la croissance économique ou pas, mais de savoir ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on produit, si c'est de la merde ou si c'est pas de la merde. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, il y a la seconde journée des femmes, on estime, il y a des études qui estiment que si elles avaient un salaire pour ça, on pourrait avoir 600 milliards de salaires supplémentaires. Ça créerait de la croissance de 30%, quoi, si je rapporte au PIB. Pourtant, c'est une production qui existe. C'est juste qu'elle n'est pas reconnue. Si tout d'un coup on la reconnaissait, il y aurait une croissance de 30%. Mais ce qui compte, c'est pas tant de faire de la croissance, c'est regarder concrètement ce qu'on a produit. Et dans le projet de réseau salariat, je me demanderais où est l'intérêt des personnes de produire de la merde si la seule rente qu'ils ont, c'est leur salaire, et qu'ils ne tirent aucun profit d'une propriété. Quel est l'intérêt de produire de la merde quand on ne peut pas gagner de profit sur cette merde? Moi, je vois pas. Donc je me demande si la croissance ou la décroissance est un vrai problème. Et j'arrive pas à comprendre cette mécanique et cette logique. Donc c'est pour ça que je trouve que tout à l'heure, ça n'a pas répondu à cette attente. Donc je voudrais vraiment, si vous pouviez un peu développer là-dessus, parce que c'est un concept qui me dépasse, moi. Merci. Ben, je sais pas si je vais faire bien mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai dit, la décroissance engage le côté concret de la production. Donc je ne traite pas ici de la croissance de la valeur économique, marchande ou non marchande. Je parle ici de la production de biens et services concrets. La croissance est bien différentielle de PIB. Oui, mais on peut envisager une décroissance matérielle avec une croissance, par exemple, de la circulation monétaire. Si on décidait de faire de l'écologie avec du marché et de se passer de la gratuité, massivement, eh bien, il y aurait davantage d'institutions marchandes non capitalistes qui produiraient des biens et services plus chers que l'on achèterait avec nos salaires. Il y aurait à la fois décroissance matérielle au sens où on produirait moins, mais cette production serait massivement opérée par des institutions marchandes capitalistes, non capitalistes, pardonnez-moi, avec davantage de, dans ce cas-là, processus de création monétaire, financement de la production de marchandises, de biens et services concrets. Ça fait un peu confusion alors de mélanger à la fois croissance matérielle et croissance économique. Ben oui, mais c'est quand même le cas. C'est quand même nécessaire. Parce que si l'on veut penser une société écologique et qu'on pense frugalité, il faut bien aborder le côté concret. Il faut bien parler du concret à un moment. On n'est plus là sur le côté valeur. D'accord. Ben pour l'instant, il faut peut-être l'appeler autrement, c'était la remarque assez juste. Oui, pour l'instant, elle s'appelle comme ça parce qu'elle dit assez bien le projet quand même. Hein. Un projet de frugalité, c'est une trajectoire de décroissance. C'est qu'on a moins, collectivement. Mais la décroissance, est-ce que c'est la décroissance du pouvoir d'achat? Ben, globalement, oui. Si on considère qu'aujourd'hui on produit, entre guillemets, trop pour les équilibres naturels, les milieux naturels, et qu'il faut s'engager dans une voie de sobriété, eh bien ça s'appelle la décroissance de la production, la réduction de la production. Je ne sais pas comment l'appeler. Si on se passe de voiture, par exemple, et qu'on compte sur des... on se passe pas à 100% de voitures, qu'on diminue de façon considérable les voitures et qu'on compte sur des transports collectifs de proximité beaucoup plus performants qu'aujourd'hui,
notamment en province, enfin peut-être à Paris-Île-de-France aussi. On continue de se déplacer, certes, mais on se déplace incontestablement moins et autrement que lorsqu'on a à sa disposition une automobile dans le garage qui est en parfait état de fonctionnement, si l'on veut, à 4 heures du matin. Donc on se déplace moins. On se déplace autrement, mais on se déplace moins. Il faut bien mettre le moins. Il faut bien assumer à un moment que ça n'est plus possible de prendre son automobile à 4 heures du matin pour aller où on veut. Ben, c'est ça que ça s'appelle la décroissance. On se déplace moins, il y a du moins, la décroissance c'est le moins. Il y a un journal suisse qui s'appelle Moins. C'est du autre. C'est du autre, mais c'est aussi du moins. Quand tu sors de 4 heures du matin, tu peux avoir un scooter ou je sais pas quoi, si tu as absolument besoin de te déplacer. Oui, autrement. Oui, mais on va moins loin en scooter qu'en automobile. Le cas de l'agriculture, encore une fois, est tout à fait, je le répète, une agriculture qui respecte les milieux naturels, c'est une agriculture qui engage moins de consommation carnée. Donc, le mot décroissance, le mot réduction, le mot moins, il assume ça. Parce que quand on dit produire autrement, tout le monde est d'accord. Oh ben là, on produit autrement, c'est formidable. En plus, on produit démocratiquement. Alors, franchement, où est le problème? Mais, évidemment, je suis un écologiste décroissant. Moi, produire plus de PR, ça ne m'intéresse pas. Quand vous dites produire de la merde, mais on n'est pas tous d'accord sur la définition de la merde. C'est ça le problème. Mes camarades de la CGT, Énergie, pour qui j'ai grand respect, que je croise régulièrement lors de séances juridiques, eux, ils disent, enfin, quand on sera maître de l'outil de travail, nous, les producteurs d'électricité atomique, tu vas voir les EPR qu'on va produire. Parce que pour l'instant, EDF, qui est dans une logique capitaliste, de privatisation, etc., c'est une catastrophe, la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, d'EDF. C'est des salauds, EDF, évidemment. Enfin, nos patrons, qui se comportent de plus en plus en patrons. Mais quand nous, on aura notre statut de producteur, et que démocratiquement, on aura l'outil de travail, alors là, mon petit gars, les EPR, tu vas en avoir, hein, parce que c'est très efficace, c'est des centrales nouvelle génération beaucoup plus propres, les déchets à très longue vie durent beaucoup moins, 12 millions d'années au lieu de 25, etc. Là, on va s'engueuler. Parce que moi, je dis, mais oui, je suis pour le statut de producteur. Oui, je suis pour la démocratie économique, mais je suis pour des institutions qui, à l'échelle nationale, démocratiquement, interdiront la production de PR. Et je ferai valoir mon droit politique à la décision. Alors, on va s'engueuler, évidemment. C'est fait pour ça, la démocratie. Mais moi, je dis, par exemple, il faut consommer moins d'électricité. Tu m'emmerdes avec tes EPR. Le numérique, aujourd'hui en France, c'est plus 10% de consommation électrique en 20 ans. L'ensemble des opérations de consommer moins, attention, anti-gaspi, etc., ont été entièrement dévorées par les objets numériques. L'intégralité de la production, de la consommation, d'accord, d'outils numériques. Moi, je dis à mes camarades de la CGT Énergie, le numérique, j'en veux pas. Je vais voter dans les caisses d'investissement pour qu'on arrête de produire cette saloperie au plus vite, qu'on désinvestisse dans le numérique. J'en veux moins. Je suis pour la décroissance de la consommation électrique. Évidemment, oui, c'est bien de la décroissance. On va produire et consommer moins d'électricité. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. La consommation raisonnée. Oui, mais enfin, par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui, c'est moins. Ça décroît. Donc on va se disputer fortement, parce que précisément, la merde, on n'est pas d'accord sur la définition. Pareil, je vis en Bretagne, j'ai rencontré récemment des salariés de l'agroalimentaire. Certains ont été empoisonnés absolument de façon atroce en traitant des céréales importées d'Amérique latine qui étaient avariées, et pour quand même les mettre dans le circuit de la consommation, pour nourrir les cochons bretons, on les a contraints à balancer moult pesticides et autres poisons sur ces dites céréales. Ils vont sans doute en crever, hein, parce qu'ils ont pris des doses absolument formidables.
Qu'est-ce qu'il me disait avant cet épisode? Il me disait, avant cet épisode, mon boulot, j'aimais ça. L'agro-industrie a permis à la Bretagne de se développer économiquement, c'est absolument incontestable. Hein. Mon grand-père vivait avec de la terre battue et des sabots, dans une ferme humide, pauvrement. L'agro-industrie bretonne nous a permis de nous développer, nous a permis de financer des infrastructures remarquables, de construire des maisons, certes en parpaing, mais beaucoup plus saines que les magnifiques longères qui font rêver les touristes, mais qui sont des nids à humidité absolument terrifiants. Je défendais l'agro-industrie bretonne, j'assumais ce qui allait avec, c'est-à-dire la chimie de synthèse, très favorable, très intéressante, pour lutter contre tout un tas de parasites qui auparavant empoisonnaient et réduisaient les récoltes de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. J'aimais mon travail tel que je le faisais. Et si tu m'avais filé un revenu de base, ça n'aurait pas changé grand-chose. J'aurais continué à travailler, à dégager un salaire d'une activité économique que toi, tu considères comme de la merde. Et tu as quelques arguments, évidemment. Et lui aussi maintenant, puisqu'il va y passer sans doute, mais qu'il y a 10 ans, il n'aurait jamais considéré comme, entre guillemets, de la merde. Donc, l'enjeu, quand même, il est là, hein. Il est de ne pas se raconter d'histoire. Réseau salariat et la démocratie des producteurs créent des institutions qui vont engager des conflits absolument formidables, mais qui, si nous arrivons à nos fins, seraient effectivement, auraient un véritable enjeu. Parce qu'aujourd'hui, les antinucléaires, ils peuvent s'engueuler avec les pro-nucléaires de la CGT. Ni les uns ni les autres, globalement, n'avons le pouvoir. Donc on s'engueule comme des poissons pourris, on est bien content, et puis la semaine d'après, on remet ça. Qu'est-ce que ça change sur la stratégie aujourd'hui d'entreprise d'Areva et des autres? C'est plus Areva, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, il a changé de nom. Rien, évidemment, absolument rien. La démocratie économique, elle, et quand elle sera devenue effective, rendra ces confrontations, évidemment, donnera à ces confrontations un enjeu véritable. Et la perspective décroissante, je maintiens ce terme faute de mieux, mais je suis prêt si vous m'en trouvez un autre, je le prends. Hein, c'est comme ça que s'appellent les décroissants, je dis décroissants. Les décroissants, eux, disent il va falloir bosser, sans doute plus dans un certain nombre de domaines si nous acceptons de nous passer de techniques industrielles particulièrement nocives, et dans une perspective de frugalité matérielle. D'autres disent certainement pas. On peut revenir à la bougie. Que le meilleur gagne, dans